Lecture dédiée à Mano. Michel Houellebecq. Extension du domaine de la lutte. Maurice Nadeau, 1994. Première partie. 1. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 12. Vendredi soir, j'étais invité à une soirée chez un collègue de travail. On était une bonne trentaine, rien que des cadres moyens, âgés de 25 à 40 ans. À un moment donné, il y a une connasse qui a commencé à se déshabiller. Elle a ôté son t-shirt, puis son soutien-gorge, puis sa jupe, tout ça en faisant des mines incroyables. Elle a encore tournoyé en petite culotte pendant quelques secondes, et puis elle a commencé à se ressaper, ne voyant plus quoi faire d'autre. D'ailleurs, c'est une fille qui ne couche avec personne, ce qui souligne bien l'absurdité de son comportement. Après mon 4e verre de vodka, j'ai commencé à me sentir assez mal, et j'ai dû aller m'étendre sur un tas de coussins derrière le canapé. Peu après, 2 filles sont venues s'asseoir sur ce même canapé. Ce sont 2 filles pas belles du tout, les 2 boudins du service en fait. Elles vont manger ensemble, et elles lisent des bouquins sur le développement du langage chez l'enfant, tout ce genre de trucs. Aussitôt, elles se sont mises à commenter les nouvelles du jour, à savoir qu'une fille du service était venue au boulot avec une mini-jupe vachement mini, au ras des fesses. Et qu'est-ce qu'elles en pensaient? Elles trouvaient ça très bien. Leur silhouette se détachait en ombre chinoise bizarrement agrandie, sur le mur au-dessus de moi. Leur voix me paraissait venir de très haut, un peu comme le Saint-Esprit. En fait, je n'allais pas bien du tout, c'est clair. Pendant 15 minutes, elles ont continué à aligner les platitudes, et qu'elle avait bien le droit de s'habiller comme elle voulait, et que ça n'avait rien à voir avec le désir de séduire les mecs, et que c'était juste pour se sentir bien dans sa peau, pour se plaire à elle-même, etc. Les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme. À un moment donné, j'ai même prononcé ces mots à voix haute, les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme. Mais elles ne m'ont pas entendu. Moi aussi j'avais bien remarqué cette fille. Difficile de ne pas la voir. D'ailleurs, même le chef de service était en érection. Je me suis endormi avant la fin de la discussion, mais j'ai fait un rêve pénible. Les 2 boudins se tenaient bras dessus, bras dessous, dans le couloir qui traverse le service, et elles levaient haut la jambe en chantant à tue-tête. Si je me promène cul nu, c'est pas pour vous séduire. Si je montre mes jambes poilues, c'est pour me faire plaisir. La fille à la mini-jupe était dans l'embrasure d'une porte, mais cette fois elle était vêtue d'une longue robe noire, mystérieuse et sobre. Elle les regardait en souriant. Sur ses épaules était perché un perroquet gigantesque, qui représentait le chef de service. De temps en temps, elle lui caressait les plumes du ventre, d'une main négligente mais experte. En me réveillant, je me suis rendu compte que j'avais vomi sur la moquette. La soirée touchait à sa fin. J'ai dissimulé les vomissures sous un tas de coussins, puis je me suis relevé pour essayer de rentrer chez moi. Alors, je me suis aperçu que j'avais perdu mes clés de voiture. 2. Au milieu des Marcelles. Le surlendemain était un dimanche. Je suis retourné dans le quartier, mais ma voiture est restée introuvable. En fait, je ne me souvenais plus où je l'avais garée. Toutes les rues me paraissaient convenir, aussi bien. La rue Marcel Samba, Marcel Dassault, beaucoup de Marcel. Des immeubles rectangulaires où vivent les gens. Violente impression d'identité. Mais où était ma voiture? Déambulant entre ces Marcel, je fus progressivement envahi par une certaine lassitude à l'égard des voitures et des choses de ce monde. Depuis son achat, ma Peugeot 104 ne m'avait causé que des tracas, réparations multiples et peu compréhensibles, accrochages légers. Bien sûr, les conducteurs adverses feignent la décontraction, sortent leur formulaire de constat amiable, disent « Ok, d'accord », mais au fond, ils vous jettent des regards pleins de haine. C'est très déplaisant. Et puis, si l'on voulait bien y réfléchir, j'allais au travail en métro. Je ne partais plus guère en week-end, faute de destination vraisemblable. Pour mes vacances, j'optais le plus souvent pour la formule du voyage organisé, parfois pour celle du séjour club. À quoi bon cette voiture? Me répétais-je avec impatience en enfilant la rue Émile Landrin.
Pourtant, ce n'est qu'en débouchant dans l'avenue Ferdinand Buisson que l'idée me vint d'établir une déclaration de vol. Beaucoup de voitures sont volées de nos jours, surtout en proche banlieue. L'anecdote serait aisément comprise et admise, aussi bien par la compagnie d'assurance que par mes collègues de bureau. Comment, en effet, avouer que j'avais perdu ma voiture? Je passerais aussitôt pour un plaisantin, voire un anormal ou un guignol. C'était très imprudent. La plaisanterie n'est guère de mise sur de tels sujets. C'est là que les réputations se forment, que les amitiés se font ou se défont. Je connais la vie, j'ai l'habitude. Avouer qu'on a perdu sa voiture, c'est pratiquement se rayer du corps social. Décidément, argon du vol. Plus tard dans la soirée, ma solitude devint douloureusement tangible. Des feuilles parsemaient la table de la cuisine, légèrement maculées d'un reste de thon à la catalane saupiqué. Il s'agissait de notes relatives à une fiction animalière. La fiction animalière est un genre littéraire comme un autre, peut-être supérieur à d'autres. Quoi qu'il en soit, j'écris des fictions animalières. Celle-ci s'intitulait Dialogue d'une vache et d'une pouliche. On pourrait la qualifier de méditation éthique. Elle m'avait été inspirée par un bref séjour professionnel dans le pays de Léon. En voici un extrait significatif. Considérons en premier lieu la vache bretonne. Tout au long de l'année, elle ne songe qu'à brouter. Son mufle luisant s'abaisse et se relève avec une régularité impressionnante, et nul frémissement d'angoisse ne vient troubler le regard pathétique de ses yeux bruns clairs. Tout cela semble fort bon aloi, tout cela semble même indiquer une profonde unité existentielle, une identité à plus d'un titre enviable entre son être au monde et son être en soi. Hélas, en l'occurrence, le philosophe se trouve pris en défaut, et ses conclusions, quoique fondées sur une intuition juste et profonde, se verront frappées d'invalidité s'il n'a auparavant pris la précaution de se documenter auprès du naturaliste. En effet, double est la nature de la vache bretonne. À certaines périodes de l'année, précisément spécifiées par l'inexorable fonctionnement de la programmation génétique, une étonnante révolution se produit dans son être. Ces meuglements s'accentuent, se prolongent, leur texture harmonique elle-même se modifie, jusqu'à rappeler parfois de manière stupéfiante certaines plaintes qui échappent au Fils de l'homme. Ces mouvements se font plus rapides, plus nerveux, parfois elles trottinent. Il naît jusqu'à son mufle, lequel semblait pourtant, dans sa régularité luisante, conçu pour refléter la permanence absolue d'une sagesse minérale, qui ne se contracte et se tord sous l'effet douloureux d'un désir assurément puissant. La clé de l'énigme est fort simple, et la voici. Ce que désire la vache bretonne, manifestant ainsi, il faut lui rendre justice sur ce point, le seul désir de sa vie, c'est, comme le disent les éleveurs dans leur parler cynique, se faire remplir. Aussi la remplissent-ils plus ou moins directement. La seringue de l'insémination artificielle peut en effet, quoique au prix de certaines complications émotionnelles, remplacer pour cet office le pénis du taureau. Dans les deux cas, la vache se calme et revient à son état originel de méditation attentive. À ceci près que, quelques mois plus tard, elle donnera naissance à un ravissant petit veau, ce qui est, soit dit en passant, tout bénéfice pour l'éleveur. Naturellement, l'éleveur symbolisait Dieu. Mu par une sympathie irrationnelle pour la pouliche, il lui promettait, dès le chapitre suivant, la jouissance éternelle de nombreux étalons, tandis que la vache, coupable du péché d'orgueil, serait peu à peu condamnée aux mornes jouissances de la fécondation artificielle. Les pathétiques meuglements du bovidé s'avéreraient incapables de fléchir la sentence du grand architecte. Une délégation de brebis, formée en solidarité, ne connaissait pas un meilleur sort. Le Dieu mis en scène dans cette fiction brève n'était pas, on le voit, un Dieu de miséricorde. 3. La difficulté, c'est qu'il ne suffit pas exactement de vivre selon la règle. En effet, vous parvenez, parfois de justesse, d'extrême justesse, mais dans l'ensemble vous y parvenez, à vivre selon la règle. Vos feuilles d'imposition sont à jour, vos factures payées à la bonne date. Vous ne vous déplacez jamais sans carte d'identité et la petite pochette spéciale pour la carte bleue. Pourtant, vous n'avez pas d'amis. La règle est complexe, multiforme. En dehors des heures de travail, il y a les achats qu'il faut bien effectuer, les distributeurs automatiques où il faut bien retirer de l'argent, et où, si souvent, vous devez attendre. Surtout, il y a les différents règlements que vous devez faire parvenir aux organismes qui gèrent les différents aspects de votre vie. Par-dessus le marché, vous pouvez tomber malade,
ce qui entraîne des frais et de nouvelles formalités. Cependant, il reste du temps libre. Que faire? Comment l'employer? Se consacrer au service d'autrui? Mais au fond, autrui ne vous intéresse guère. Écouter des disques? C'était une solution, mais au fil des ans, vous devez convenir que la musique vous émeut de moins en moins. Le bricolage, pris dans son sens le plus étendu, peut offrir une voie. Mais rien, en vérité, ne peut empêcher le retour de plus en plus fréquent de ces moments où votre absolue solitude, la sensation de l'universelle vacuité, le pressentiment que votre existence se rapproche d'un désastre douloureux et définitif, se conjuguent pour vous plonger dans un état de réelle souffrance. Et cependant, vous n'avez toujours pas envie de mourir. Vous avez eu une vie. Il y a eu des moments où vous aviez une vie. Certes, vous ne vous en souvenez plus très bien, mais des photographies l'attestent. Ceci se passait probablement à l'époque de votre adolescence, ou un peu après. Comme votre appétit de vivre était grand alors, l'existence vous apparaissait riche de possibilités inédites. Vous pouviez devenir chanteur de variété, partir au Venezuela. Plus surprenant encore, vous avez eu une enfance. Observez maintenant un enfant de 7 ans qui joue avec ses petits soldats sur le tapis du salon. Je vous demande de l'observer avec attention. Depuis le divorce, il n'a plus de père. Il voit assez peu sa mère qui occupe un poste important dans une firme de cosmétiques. Pourtant, il joue au petit soldat, et l'intérêt qu'il prend à ses représentations du monde et de la guerre semble très vif. Il manque déjà un peu d'affection, c'est certain, mais comme il a l'air de s'intéresser au monde. Vous aussi, vous vous êtes intéressé au monde. C'était il y a longtemps. Je vous demande de vous en souvenir. Le domaine de la règle ne vous suffisait plus. Vous ne pouviez plus vivre longtemps dans le domaine de la règle. Aussi, vous avez dû entrer dans le domaine de la lutte. Je vous demande de vous reporter à ce moment précis. C'était il y a longtemps, n'est-ce pas? Souvenez-vous, l'eau était froide. Maintenant, vous êtes loin du bord. Oh oui, comme vous êtes loin du bord. Vous avez longtemps cru à l'existence d'une autre rive. Tel n'est plus le cas. Vous continuez à nager pourtant, et chaque mouvement que vous faites vous rapproche de la noyade. Vous suffoquez, vos poumons vous brûlent, l'eau vous paraît de plus en plus froide, et surtout de plus en plus amère. Vous n'êtes plus tout jeune. Vous allez mourir maintenant. Ce n'est rien, je suis là. Je ne vous laisserai pas tomber. Continuez votre lecture. Souvenez-vous encore une fois de votre entrée dans le domaine de la lutte. Les pages qui vont suivre constituent un roman. J'entends, une succession d'anecdotes dont je suis le héros. Ce choix autobiographique n'en est pas réellement un. De toute façon, je n'ai pas d'autre issue. Si je n'écris pas ce que j'ai vu, je souffrirai autant, et peut-être un peu plus. Un peu seulement, j'y insiste. L'écriture ne soulage guère, elle retrace, elle délimite. Elle introduit un soupçon de cohérence, l'idée d'un réalisme. On patauge toujours dans un brouillard sanglant, mais il y a quelques repères. Le chaos n'est plus qu'à quelques mètres. Faible succès, en vérité. Quel contraste avec le pouvoir absolu, miraculeux de la lecture. Une vie entière à lire aurait comblé mes vœux. Je le savais déjà à 7 ans. La texture du monde est douloureuse, inadéquate. Elle ne me paraît pas modifiable. Vraiment, je crois qu'une vie entière à lire m'aurait mieux convenu. Une telle vie ne m'a pas été donnée. Je viens d'avoir 30 ans. Après un démarrage chaotique, j'ai assez bien réussi dans mes études. Aujourd'hui, je suis cadre moyen, analyste programmeur dans une société de services en informatique. Mon salaire net atteint 2,5 fois le SMIC. C'est déjà un joli pouvoir d'achat. Je peux espérer une progression significative au sein même de mon entreprise, à moins que je ne décide, comme beaucoup, d'entrer chez un client. En somme, je peux m'estimer satisfait de mon statut social. Sur le plan sexuel, par contre, la réussite est moins éclatante. J'ai eu plusieurs femmes, mais pour des périodes limitées. Dépourvues de beauté comme de charme personnel, sujet à de fréquents accès dépressifs, je ne corresponds nullement à ce que les femmes recherchent en priorité. Aussi ai-je toujours senti, chez les femmes qui m'ouvraient leurs organes, comme une légère réticence. Au fond, je ne représentais guère pour elles qu'un pis-aller, ce qui n'est pas, on en conviendra, le point de départ idéal pour une relation durable. Depuis ma séparation avec Véronique, il y a 2 ans, je n'ai en fait connu aucune femme. Les tentatives faibles et inconsistantes que j'ai faites dans ce sens n'ont abouti qu'à un échec prévisible. 2 ans, cela paraît déjà une longue période, mais en réalité, surtout quand on travaille, ça passe très vite.
Tout le monde vous le confirmera. Ça passe très vite. Il se peut, sympathique ami lecteur, que vous soyez vous-même une femme. Ne vous en faites pas, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, ça ne modifie en rien ce que j'ai à vous dire. Je ratisse large. Mon propos n'est pas de vous enchanter par de subtiles notations psychologiques. Je n'ambitionne pas de vous arracher des applaudissements par ma finesse et mon humour. Il est des auteurs qui font servir leur talent à la description délicate de différents états d'âme, traits de caractère, etc. On ne me comptera pas parmi ceux-là. Toute cette accumulation de détails réalistes, censés camper des personnages nettement différenciés, m'est toujours apparue, je m'excuse de le dire, comme pure foutaise. Daniel, qui est l'ami d'Hervé, mais qui éprouve certaines réticences à l'égard de Gérard, le fantasme de Paul qui s'incarne en Virginie, le voyage à Venise de ma cousine. On y passerait des heures. Autant observer les homards qui se marchent dessus dans un bocal. Il suffit pour cela d'aller dans un restaurant de poissons. Du reste, je fréquente peu les êtres humains. Pour atteindre le but, autrement philosophique, que je me propose, il me faudra au contraire élaguer, simplifier, détruire un par un une foule de détails. J'y serai d'ailleurs aidé par le simple jeu du mouvement historique. Sous nos yeux, le monde s'uniformise, les moyens de télécommunication progressent, l'intérieur des appartements s'enrichit de nouveaux équipements, les relations humaines deviennent progressivement impossibles, ce qui réduit d'autant la quantité d'anecdotes dont se compose une vie. Et peu à peu, le visage de la mort apparaît, dans toute sa splendeur. Le troisième millénaire s'annonce bien. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction.